peut-être une nuit, un lac, je m'étais endormi, quand soudain, semblant crever le ciel, venant de nulle part, surgit un aigle noir. Il avait les yeux couleur rubis et les plumes aux couleurs de la nuit. À son front, brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. Dit l'oiseau, maudit emmène à moi, retournons au pays d'autrefois, comme avant, dans mes rêves d'enfant, saisir en pleurant des étoiles, des étoiles. Dit l'oiseau, maudit emmène à moi, comme avant, sur un nuage blanc, comme avant, s'attirer le soleil, être faiseur de pluie, et faire des merveilles. Un beau jour, où était-ce une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi, quand soudain, semblant soulever le ciel, venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour. Donc vous avez pu entendre Bob Passion qui est très rock, mais s'il est aujourd'hui parmi nous, c'est parce qu'il est également auteur d'un polar, aventure également. Bob, tu as écrit Le Cavalier Hilar, c'est pour ça que tu es parmi tous les auteurs que nous recevons aujourd'hui sur ce salon. Mais avant tout, Bob, étant donné qu'on vient d'entendre une petite pastille musicale, donc comme tu es très rock, tout ça, donc moi après avoir lu... En fait, c'est moi qui les ai engagés, il faut que fasse du bruit autour de nous. Donc aujourd'hui, si je fais cette rencontre d'auteurs avec toi, c'est parce que j'ai eu l'occasion de lire Le Cavalier Hilar, donc ton dernier roman, et ton premier roman, publié. Et donc je me suis penchée sur ta biographie avant de te rencontrer. Et après cette lecture, après cette discussion qu'on vient d'avoir également, je me rends compte que tu es un artiste multicréatif et multipassionné. Et donc j'aimerais que tu te présentes un petit peu aux personnes, aux lecteurs ici présents. Qui es-tu, Bob Passion? Oh là là, je sais pas, je suis un multicarte, je suis passionné, ça c'est sûr. Je fais, ma première formation c'est photographe, donc j'écris comme je fais les photos, je vais dedans, je me promène. Puis voilà, puis je fais de la musique, enfin voilà, je suis pas sectaire ni coincé. Tu m'as dit photo, Théâtre, ouais, j'ai gagné ma vie en tant que comédien et metteur en scène, donc c'est ça qui a fait que j'ai pu avoir la liberté sur les autres disciplines, et une grande liberté, puisque finalement, il n'y a rien qui me rapporte vraiment, mais il y a tout qui me fait plaisir, quoi. Ouais, comme tous les passionnés. Hein. Voilà, on cherche d'abord à se faire plaisir soi-même, et puis si l'argent arrive pour en vivre, tant mieux, sinon, la passion n'est pas détruite pour autant. Tu vis au Cambodge, il me semble, j'ai vu ça dans ta biographie. Ouais, ça fait 16 ans que j'habite au Cambodge. Avant ça, j'étais en Amérique du Sud. Voilà, je crois qu'il n'y a pas tellement de commentaires à faire dessus, sinon je vais commencer à dégoiser. Ok, donc tu as une vie très fournie, très garnie, très dynamique. Je m'amuse beaucoup. Voilà, mais c'est ce qui compte parce que c'est le secret de l'affaire. C'est un peu, par moments, c'est un peu tristouné. Alors, première question, puisqu'on va parler, est-ce que tu veux nous rejouer un petit morceau ou un petit peu après? On va y aller avec les questions. On va y aller. Donc, Le Cavalier Hilar, qui est aux éditions Vendailleurs. Hein, premier roman. Ça y est, j'assomme. Donc, alors, moi j'ai une première question qui est, avec tout ce que tu fais, hein, les photos, les concerts, tout ça, moi ce que je voudrais savoir c'est comment t'es venue l'idée
d'écrire un roman? D'abord, l'idée d'écrire un roman m'est pas venue. J'écrivais toujours, j'ai toujours écrit. Je me rendais pas compte que j'allais sur du long format. Je pensais que j'étais pas capable. Puis voilà, en fait, c'est une copine qui m'a dit mais j'ai pas reçu la fin du truc. Je dis bah il faut que je la fasse pour toi. Et c'est devenu un roman. En fait, j'en ai 3 maintenant de romans. Et je sais pas, pour moi c'est une soupape, hein, comme passer des heures devant Photoshop à travailler avec les images. Écrire, c'est une soupape, c'est un espace de liberté qu'on peut conserver. Et puis surtout, ce qui est bien par rapport à la musique ou par rapport au théâtre, c'est qu'on est tout seul. Parce qu'en musique, il faut être plusieurs, il faut s'amuser ensemble, il faut avoir des tensions ensemble aussi. Alors qu'à l'écriture, ma foi, le seul responsable, c'est celui qui est sur sa chaise, quoi. Et puis, il peut tout inventer, surtout. Il peut tout inventer. C'est ça qui est beau dans l'écriture, c'est qu'il n'y a rien qui est impossible, parce que c'est de la fiction. Oui, et c'est vrai que par moment, il faut peut-être savoir se canaliser, parce qu'on peut partir... C'est ça le plus difficile, en fait, c'est de ne pas partir loin du fil rouge. C'est ça qui est difficile, de fois on a envie d'écrire un truc sur quelque chose qui n'a pas forcément à voir avec le roman qu'on est en train de faire ou avec l'écriture qu'on est en train de faire. Faut pas hésiter, faut y aller, puis après peut-être le barrer, puis des fois le garder, quoi, hein, ça peut rentrer dans le truc. Ou le changer de place. Ça, je sais pas faire. Non, enfin, quand je dis changer de place, c'est-à-dire que tu peux peut-être écrire un chapitre et tu te rends compte dans la construction après finale du roman que ce chapitre, s'il est positionné au début ou un peu plus tard, pour la compréhension du lecteur. Après ça, je pense que c'est une discussion avec l'éditeur, ça plus qu'une décision morale et personnelle. Et on l'a déjà fait, et où l'éditeur dit quand même, t'exagères un peu. Voilà. Ok. Alors, l'autre question que j'avais, c'est où as-tu trouvé tes sources pour décrire la condition de vie de Jacques pendant la guerre? Je sais pas où j'ai trouvé mes sources là-dessus. Je pense que tout le monde a cette peur de la guerre, tout le monde a ces images dans la tête des charniers, c'est en noir et blanc en général, puisque c'est des images d'archives, enfin en tout cas pour cette guerre-là. Ouais, je sais pas. En fait, c'est une réflexion sur... Bon, on est des générations, on n'a vécu aucune guerre en dehors de celle qu'on a vue dans les petits écrans. On a la transmission de nos parents de ce qu'a été la guerre ici. Mais finalement, nous, on peut travailler qu'avec l'imagination là-dessus. On peut juste avoir une peur que ça nous arrive, quoi. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas encore vraiment abordé le roman en lui-même, l'histoire. Et moi, j'ai pas trop envie qu'on dévoile beaucoup de choses. Parce que moi, j'ai eu l'occasion donc de lire, quand j'ai lu ce roman, je savais pas trop ce que j'avais dans les mains. La 4e de couverture annonce pas mal de personnages, ça a l'air un petit peu, on se dit mais oula, ils sont nombreux, ils ont l'air de vivre des trucs un petit peu inhabituels pour notre époque maintenant, hein, parce que ça se passe, donc il y a 2 époques, ça se passe sur la Deuxième Guerre mondiale. Oui, en 1943, à la sortie de Stalingrad. Voilà, et là, c'est là qu'on a Jacques. Jacques qui est belge, qui a été enrôlé donc par l'armée allemande. Bon, en fait, lui, c'est un quignon de pain et un blouson dont il a besoin, donc l'armée allemande lui fournit, donc il suit les Allemands. Ça aurait été les Russes, il aurait suivi les Russes. Hein. Il est pas du tout... il n'y a aucune idéologie dans la tête de Jacques. Hein. Tout à fait. Et ce qu'il y a eu, c'est qu'au moment donné, après la bataille de Stalingrad, il se trouve tout seul de sa troupe. Et puis là, il prend conscience qu'il n'a rien à faire là. Il n'est pas allemand, il est belge, il n'a aucun intérêt et tout. Et il veut s'en sortir, vivre. Et il part dans le sens opposé du combat et il se retrouve dans les steppes kazakhes. Et là, c'est vrai que tu as une description. Alors, on ne va pas raconter ce qui lui arrive. On sait juste qu'à ce moment-là, pour pouvoir survivre, il va vivre dans un charnier. Mais il va quand même se trouver son petit logement, se faire son petit truc, et puis il va se passer des choses dans cette steppe. C'est un peu la réflexion justement sur la guerre, parce que finalement, quand on l'avait vécu, on croit qu'on n'arrive pas à vivre en même temps que la guerre. Puis quand on commence à lire des documents, on se rend compte, oui, mais tout le monde vivait pendant la guerre. Il y avait des bandits, il y avait des marchands, c'était une vie normale, sauf que ça bombardait en plus, quoi. Donc ça, c'est un truc, moi je suis très choqué par les gens qui ont pu vivre pendant la guerre ou qui vivent pendant une guerre, parce que waouh, que c'est effrayant, quoi, que c'est fou qu'on arrive à se tirer dessus pour des choses qui nous concernent très peu à la fin, quoi. Oui, voilà, comme on dit souvent, ça serait peut-être au chef à se mettre sur un ring et puis... voilà, l'ancienne, à la gauloise. On se met tous autour et puis après, celui qui a gagné... Lui qui gagne, il a gagné. Voilà, ok, et puis nous, les autres sont vivants. Donc,
Jacques est dans cette steppe, il lui arrive des choses assez monstrueuses par moments, mais tu as su donner. Il y a quand même un côté humoristique chez Jacques dans sa survie. Et ça parce que tu es quand même décrit. C'est pas facile, hein, passer 3 mois dans un charnier sous un blindé, parce qu'il se cache. Il a du cran. Il est courageux. Non, c'est un survivant. Je crois que c'est ça qui est intéressant dans les cas extrêmes. L'âme humaine trouve toujours un moyen de survivre. Hein, il y a des gens qui survivent à Gaza alors que c'est pas survivable pour n'importe quel d'entre nous. On regarde Gaza, on se dit non, je pourrais pas. Et pourtant les gens survivent, donc c'est dur, mais ils le font. Je crois qu'on est super adaptable. C'est un peu un roman sur l'adaptation et l'après-globalisation en fait. Avant qu'on globalise, les gens ont communiqué. Maintenant on essaye qu'on puisse plus communiquer ensemble, quoi. Voilà, c'est ça un peu. Oui, c'est vrai que ça a énormément changé. Alors, donc, la partie de la steppe, tout ça, qui est une première partie de ton roman. Et ensuite, on se retrouve à Marseille, dans les années 80, dans le quartier nord. Plutôt centre-ville, hein. Voilà, au centre-ville. Et là, on retrouve Jacques. Et Jacques, eh bien, il a été quand même relativement ébranlé par tout ce qu'il a pu vivre de cette guerre-là. Alors, moi, j'avais noté qu'il vivait dans c'est comme un squat. J'essaie de retrouver la formule que j'avais. C'est une sorte de squat, hein. En fait, comme il est fou, mais qu'il n'est pas français, mais qu'il a servi l'armée française, donc il n'a pas de pension, rien, il est juste, on lui a passé un appartement, et puis il est tellement fou de toute façon qu'il se rend compte de rien. C'est un fou de guerre, en fait, voilà. Voilà, parce que il n'a pas arrêté la guerre, il y est toujours. Oui. Et que ce soit la paix ou pas, pour lui, ça n'existe pas, la paix, il est juste en guerre. Voilà, c'est ce que j'ai dit, trouve un squat officieusement officiel, parce que c'est vrai que ce squat, donc on était à Marseille dans les années 80, il se passe plein de choses. Et moi j'ai adoré ce climat que tu as créé dans cet immeuble. Donc on a Jacques, mais également il arrive donc que officieusement un autre personnage, Marc, qui est photographe. Excuse-moi, Pascal. Oui, Pascal. Excuse-moi. Donc il est rocker et artiste, photographe et donc son ami de la mairie, donc officiellement c'est quelque chose d'officieux, enfin bon, il le met rentrer. Donc il devient voisin de Jacques qui a également sa femme aussi avec lui, mais qui vivent dans 2 appartements. C'est pareil, oui. Ça j'ai adoré parce que bon, après quand on fait connaissance de personnages, on comprend un petit peu pourquoi ça. Jacques peut respirer un petit peu de temps en temps, mais Jacques il respire, mais toujours dans sa guerre, dans sa tête. Et Marc, c'est un personnage que j'ai trouvé très sympa, parce qu'il va rentrer dans le jeu de Jacques, et mine de rien, va aider Jacques. Pas forcément à se sortir de tout ce marasme qui lui reste de la guerre, mais va aller dans son sens, et va même l'aider à trouver un fameux mystère que Jacques a. Bon. Moi, j'en dirai pas plus sur ce mystère, parce qu'il faut le découvrir dans le livre, il ne faut pas tout dire. On peut dire quand même qu'en fait, il va aider Jacques à retrouver sa mémoire de guerre et sa mémoire tout court. Voilà. Parce que l'autre, il est planté dans un nuage duquel il n'arrive pas à sortir. Voilà. Et là, on va repartir dans la steppe. On va repartir au Kazakhstan et en Ouzbékistan. Voilà. Et donc... Pascal va aller avec lui, mais il y a également des amis de Pascal. On ne peut pas faire ça tout seul. On est tellement mieux en bande. Tellement mieux. Alors, j'aimerais que tu me parles de cette bande d'amis à peu près. Parce que moi, il y avait une question aussi que je voudrais te poser, c'est que tes personnages, donc surtout ces personnages-là, les copains de Pascal, ces personnages, ce sont des personnages totalement imaginaires, ou ce sont des personnages que tu as connus, que tu as transposés, tu as pris des choses chez certains. Voilà, je vais pas parler pour l'ensemble des amis qui sont derrière, qui écrivent aussi. Je pense que c'est toujours, il y a un petit bout de soi et un petit peu des gens qu'on a croisés dont on aimerait raconter une histoire, qui n'est pas forcément la vraie, mais qui sont, des fois on croise des gens, on dit celui-là vraiment, c'est un personnage de roman, quoi. Donc voilà, il faut les capter, les garder et s'amuser avec.
Voilà. Et donc là, alors, première partie, la guerre avec Jacques. La donc, deuxième partie, c'est la vie dans cet immeuble. Et là, ce que moi j'appellerais une troisième partie, c'est là, ils partent tous. La quête. La quête. Et la quête à quoi? Eh bien, je vais vous dire que quand moi... alors, à la fin de la première partie, on sait le secret de Jacques. Mais toute la deuxième partie, qui est quand même, je dirais, c'est un tiers, la première partie, 2 tiers, là, et là, c'est l'enquête. C'est l'intrigue qui se monte. C'est, ben oui, Jacques a l'air complètement fêlé, mais il sort des petits mots de temps en temps qui font que les amis donc, de Pascal, qui eux sont quand même allumés aussi de leur côté, parce que Jacques est allumé par la fin. C'est deux types différents de folie. Voilà. Quoi. Il y a la folie urbaine et la folie guerrière qui se rencontrent et qui finalement peuvent s'accorder. Ben, moi je trouvais qu'elle cohabitait super bien. Par obligation. Voilà, par obligation, mais... C'est un peu le fond du truc en fait. C'est une époque où on n'a pas d'amis virtuels, on n'a que des amis. C'est l'époque où si on veut attraper quelqu'un, on va à la cabine téléphonique, on met une carte dedans, ou on y va à pied, on sonne en bas. C'est un peu ça que j'avais envie de faire un clin d'œil à ce monde non virtuel de la fin des années 80 quoi. Ouais. Bon, il n'y a pas de nostalgie, hein, c'est juste, c'était marrant de le mettre au milieu quoi. Tout à fait. Et il y a également, alors on trouve quand même beaucoup de choses parce qu'il y a l'amitié, parce que l'amitié elle est très solide hein, entre eux. Il y a la folie, les deux sortes de folie, il y a les dépendances, l'alcool, la drogue de notre côté, et il y a également l'entraide. Ils s'entraident énormément, et que ce soit dans l'immeuble ou que ce soit dans la steppe, hein, puisqu'ils vont rencontrer dans leur voyage des gens qui ne les connaissent pas mais qui vont les aider. Oui, moi je suis quelqu'un qui aime le positif. Je pense que les humains s'aideront toujours les uns les autres quand ils sont individuels, c'est-à-dire quand ils se parlent l'un à l'autre. Après, dans la masse, l'humain il obéit à une espèce de bruit qui vient derrière et qui le pousse à faire des conneries. Mais autrement, en individuel, l'humain il est gentil en fait. On le pousse à être méchant. Je pense pas que l'humain est méchant de lui-même. Je pense que c'est une manipulation de la tête qui fait que les gens deviennent agressifs, énervés. Je pense que de lui-même, l'humain, quand on rencontre, c'est quelqu'un de bien plutôt quoi. Oui, heureusement qu'il y a quand même des personnes qui sont dans l'entraide et qui sont dans tout ce qui est l'empathie. Je pense même les pires, hein. Même les pires, je pense que individuellement, ils sont. C'est pour ça que je voulais travailler avec Jacques, parce que c'est un pire, il est horrible. Mais en même temps, il y a un fond de sympathie, quoi. C'est un humain. Oui, enfin, il est pire, mais c'est pas très long hein, dans le livre, parce que de suite, il y a une sorte de tendresse qu'il a pour Jacques. Il a vraiment envie de le paterner, c'est comme si c'était son père, quoi, en fin de compte. Ça, c'est toi qui l'as analysé. Voilà, oui, enfin, moi j'ai analysé comme ça, c'est qu'il se prend vraiment d'affection pour Jacques. Mais je crois que voilà, quand on a quelqu'un qui est aussi déjanté à côté, soit on lui ferme la porte, soit on ouvre et on se sert de sa folie pour vivre ensemble, quoi. Oui, mais moi on parle de cohabitation, là, c'est les années 80, on a un gouvernement de cohabitation et donc tout le monde essaye de cohabiter, quoi. Mais là, j'ai trouvé en plus que quand donc Pascal va prendre sous son aile Jacques, enfin moi j'ai ressenti ça, il y a également que le côté exubérant et déjanté de de Pascal, va faire que il va devenir un peu plus sérieux. Enfin moi je l'ai ressenti comme ça. C'est-à-dire que lui il croit à une blague jusqu'à ce qu'il se rende compte que l'autre il est vraiment sérieux, quoi. Voilà. Il est vraiment fou. Voilà. Et alors il y a toute la bande, il y a Mourad, il y a tout ça qui rigole bien. Hein, ils se oui, c'est des pétards, oui. Voilà, eux c'est des pétards. Et puis à un moment donné, ils font boire à Jacques une espèce d'alcool, une sorte de vodka avec de l'herbe, une herbe de bison, on peut citer bison. Voilà. Vodka qui était très très à la mode dans les années 80. Voilà. Et puis c'est vrai que Jacques va le boire, va l'apprécier. Et c'est à ce moment-là que Jacques va commencer à avoir une étincelle pour se souvenir. Et c'est là que les autres vont arrêter de rire, vont rentrer dans ce qu'ils appelaient son délire au départ. Et là, ça y est, on s'en va. Alors, il y a un passage aussi qui est très très bien, c'est le passage où quand Pascal donc, fait des photos, sa photo, une de ses photos est choisie pour faire l'affiche la Biennale de Berlin. Ouais. La Biennale de Berlin. Donc,
Pascal est obligé d'aller là-bas. Il trouve une charmante guide qui va l'amener dans Berlin-Est. Berlin-Est, parce que il y a encore le mur à ce moment-là. Et là, tu as créé, bon évidemment il y a des espions là-bas, mais C'est l'Est. on va se les retrouver après à Marseille. Oui, ben moi j'avais vraiment envie de parler du mur de Berlin parce que, bon ben, pareil que la guerre, moi j'ai pas connu la guerre, par contre j'ai connu le mur de Berlin. Et c'est tellement aberrant de dire qu'un matin vous vous levez et puis qu'il y a un mur au milieu de la ville et puis que pas de cul, votre famille elle habite de l'autre côté quoi. Voilà, moi c'est un truc choquant. Alors ben, c'est sûr, il est tombé en 89, donc ça a changé la face du monde réellement, le fait que le mur tombe. Mais en même temps, il faut se rappeler que d'un coup, au matin, on peut avoir un mur au milieu de sa ville qui nous sépare les uns des autres pour des raisons qu'on ne maîtrise pas nous-mêmes, quoi. Oui, ça a été une sacrée époque. Et puis, nous, dans notre jeunesse, on a vécu, enfin moi, pas à travers la télé, l'écroulement du mur de Berlin. Ça a été une grande fête, je crois, au niveau européen, si c'est pas mondial quand même. Après, voilà, il faut être aussi honnête au niveau d'analyse, c'est-à-dire que le mur de Berlin, ça a été une fête mondiale, mais ça a été la grande victoire du libéralisme. Oui. C'est-à-dire que ce qui se passe après la chute du mur de Berlin, c'est un peu la fin justement de cette époque où on peut faire les choses ensemble, quoi. Là maintenant, c'est individuel pour individuel qu'on est devenu depuis la chute de Berlin. En tout cas, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que ton roman, c'était vraiment moi, j'ai marqué un roman. C'est pas moi qui l'ai déclenché, hein. Très bien, vous pouvez sortir des abris, c'était une fausse alerte. Non mais c'est bien qu'on ait ça sur la bande, parce que tu imagines qu'une période de guerre, quand il y a ce bruit, tout le monde part en courant, se jette sous les voitures, se rentre dans la cave. Et ça c'est un truc difficile à imaginer quand même. Et là je vois Jacques sous son blindé, dans la terre, avec toute la nourriture qu'il a pu récupérer à droite à gauche sur le convoi qui a été bombardé. Enfin, Alors moi juste, mon petit mot de fin, c'est, donc je l'ai chroniqué puisque j'ai un blog littéraire, je l'ai lu, j'ai passé ma chronique donc, sur mon blog Images de romans, et j'ai mis une petite phrase qui était pour synthétiser tout ça, et j'ai dit que c'était un roman antidote à l'abus de morosité. Ah ben, je suis très content parce que ça correspond un peu à ce que j'avais envie de faire. Bon, et bien écoute, moi c'est vraiment, c'est un roman que je recommande si on aime sortir des sentiers battus. Donc c'est du policier aventure et si vous êtes curieux, il faut surtout pas louper ce roman, Le Cavalier Hilar. Voilà. Voilà, une bonne rigolade j'espère et une grande cavalcade. Tout à fait. Merci Bob.